pour réarmer l'Ukraine, l'Union européenne prête à utiliser les avoirs russes gelés. Les 27 ont conclu mercredi un accord de principe pour saisir les revenus provenant des avoirs de la Russie gelés dans l'UE afin d'armer l'Ukraine, une manne qui représentera entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an en faveur de Kiev. Donc, et si l'Occident faisait payer les armes de défense ukrainiennes par la Russie? Concept évidemment intéressant. Enfin, sur le principe. Mais d'ailleurs, le mercredi, donc on est le 24, on est le 8 mai 2024. Donc le mercredi, il y aurait eu donc un accord de principe donc en mai euh, sur sur ces fonds, hein, donc 210 milliards d'euros au total, qui devrait donc être confirmé au niveau des ministres de l'UE, donc qui intervient après de longs débats. Donc, ça représenterait environ donc 210 milliards d'euros dans l'UE. Il ne pourrait y avoir symbole plus puissant, ni un meilleur usage pour cet argent que d'y recourir pour rendre plus sûre l'Ukraine et l'Europe tout entière. Donc, donc ça, je cite Ursula von der Leyen. Donc ils ont proposé un plan. Donc les 90% des revenus donc seraient destinés à la Facilité européenne pour la paix, qui finance des achats d'armes, pas mal, et les 10% versés au budget de l'UE, donc pour renforcer donc ses capacités, enfin donc les capacités de l'industrie de défense ukrainienne. Alors les revenus donc ah oui, donc donc la Facilité européenne pour la paix, donc les 90%, donc ce serait pour des achats d'armes, pas forcément donc, pour l'Ukraine, si je comprends bien, et 10%, donc versés au budget de l'IE pour renforcer les capacités de l'industrie de la défense ukrainienne. Donc toujours cette question du ponctionnement, hein, parce que dans les 90%, combien vont vraiment pour les achats d'armes, pour qui, et puis sur les 10%, combien va pour l'Ukraine. C'est toujours le même schéma, puisque ce sont deux organisations administratives, la FEP et le budget de l'UE. Et donc, bah, évidemment, il faut faire vivre les familles qui ont ces postes-là. Donc, il faut évidemment fonctionner pour aller faire vivre ces familles-là. Et ces processus et ces procédures, etc. Donc la Russie donc a menacé donc en mars l'UE d'intenter donc des poursuites judiciaires sur des décennies. Donc ça c'est vrai que sur la durée, bah, on verra ce que ça peut donner. Et donc l'immense majorité de ces avoirs russes gelés se trouvent en Belgique, où donc ils sont administrés donc par Euroclear, donc un organisme international de dépôt de fonds. Ce groupe a pu en tirer des revenus totalisant donc 4,4 milliards d'euros, une somme taxée par l'État belge au titre de l'impôt sur les sociétés. Bon, ça arrange pas mal de personnes. Le reste se partage surtout entre les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Suisse. Bon, selon une source diplomatique, l'accord des 27 consistera à saisir ses revenus des avoirs russes après imposition, mais la Belgique s'est engagée, bon, à partir de je ne sais pas quand, peut-être à partir de l'accord, à réallouer donc l'ensemble des recettes fiscales générées sur son territoire par ces revenus exceptionnels. Donc est-ce que c'est des recettes fiscales en plus? Est-ce que c'est l'impôt sur les sociétés? Bon, en tout cas, il y a une certaine partie de l'argent qui est partie dans les poches du fisc donc belge. Donc ensuite, donc on a ah oui, par ailleurs, donc selon l'accord, les frais d'Euroclear facturent pour la gestion de ces avoirs russes. Donc ah oui, les frais pour la gestion seraient réduits au lieu de 3% à 0,3%. Bon, chacun il voit midi à sa porte. Peut-être qu'ils ont même fait un accord avec eux pour qu'ils puissent rester en tant que déposeurs de fonds et que, bon, en plus de ça, ils puissent évidemment euh, avoir des petits budgets en plus, quoi. Donc après, donc les chefs de la diplomatie du G7 donc ont déclaré examiner toutes les options. Et donc après cet accord
donc je cite, ne doit être qu'un premier pas vers notre objectif d'utiliser les actifs gelés russes, donc c'est 3 milliards annuels, parce qu'en fait ils sont qu'une goutte d'eau face à 200 milliards pour aider l'Ukraine à l'emporter. Donc est-ce qu'il faudrait plus ou est-ce que tout simplement c'est qu'une petite mesurette qui, euh, qui fait face à un géant et donc quand on est face à un géant, on peut risquer de tout perdre. L'option donc de confiscation des avoirs russes reste jusqu'ici écartée par une majorité d'Européens, inquiets du risque d'ébranler les marchés internationaux et d'affaiblir l'euro, évidemment, hein, au niveau de la confiance, le respect du droit, euh, le respect des contrats aussi. Enfin bon, il y a quand même un certain nombre d'éléments où là, l'Union européenne est en train de prendre un virage très sévère qui fait que est-ce qu'il va être intéressant de, euh, de faire des affaires avec l'Union européenne si on se retrouve dans ces situations-là. Donc la Banque mondiale donc, évalue à plus de 486 milliards de dollars le coût pour reconstruire l'Ukraine. Voilà, bon, on a fait un petit peu le tour. Donc là, sur un petit peu les enseignements de cette manœuvre, s'il y a, enfin, si rétorsion il y a évidemment de la part des Russes, ben, peut-être qu'ils vont considérer augmenter les prix de gré ou de force au niveau du gaz, ce qui va faire de manière, enfin par ricochet, augmenter les prix internationaux du gaz. Peut-être ils peuvent évidemment faire ça. Euh, S'il y a des sanctions, parce qu'on sait évidemment que les entreprises françaises et américaines sont très présentes en Russie, euh, notamment les entreprises françaises, ben, est-ce que la Russie va sanctionner les entreprises françaises? Bon. Et si elle ne le fait pas, quel signe, enfin quel message elle va donner au monde sur le respect du droit et surtout les entreprises qui seront directement présentes là-bas, évidemment, vont considérer comme un État tout à fait respectable euh, l'État russe qui ne va pas générer un certain nombre de sanctions, peut-être même d'ailleurs vont rapatrier un certain nombre d'activités donc en Russie. Et donc évidemment ça va dans le temps à ternir donc l'image de l'UE. Sur l'image de l'UE aussi, donc au niveau enfin vraiment de la notoriété, voilà du respect aussi du droit, du droit, ça vraiment au niveau international c'est un mauvais signal de la part de l'Union européenne qui me fait un petit peu rappeler euh, les expropriations de l'Union européenne, enfin de l'URSS, l'Union soviétique, avec des expropriations, des taxations à tout va, des nationalisations. On est vraiment dans ce schéma-là où on accélère une fuite en avant pour continuer à financer l'ensemble des fonctionnaires qui sont à Bruxelles et qui souhaitent évidemment de plus en plus de budget et et ponctionner donc sur les budgets des différents États qui sont d'ailleurs endettés. Et donc on ne sait pas trop comment ça va se finir, mais ces personnes-là, évidemment, ne vont pas lâcher leur poste et leur pouvoir sans rien faire, quoi. Donc vraiment très très mauvais signal de la fuite en avant de l'Union européenne. Ensuite, donc sur le budget donc de l'UE, bon, cela n'est qu'un aspect en plus et on peut le voir et on va le voir encore euh, enfin par la suite. C'est qu'un aspect en plus pour faire gonfler le budget de l'UE, puisque l'UE a un vrai souhait de se financer, et donc elle va taxer un certain nombre d'entreprises pour différentes raisons, hein, corruption, monopole, etc. Et son seul et unique objectif, c'est juste de pouvoir boucler son budget ou d'augmenter son budget. Et là, c'est 2,5 et 3 milliards, c'est un budget, des éléments en plus pour le budget de l'Union européenne. Et la problématique, on en a déjà parlé, c'est la question de la ponction
de cet argent, puisqu'évidemment, tout cet argent-là, on l'a vu, il y a un certain nombre d'intermédiaires qui y sont associés et qui y sont intéressés. Maintenant, entre ce qui a été ponctionné et ce qui va réellement arriver sur le terrain, c'est toujours la problématique. Et donc au final, quels vont être les résultats de ce type de ponction et ce type d'opération, ce qui va encore une fois décrédibiliser l'Union européenne. Et c'est vrai que oui, ils ont noté aussi que c'est un mauvais signal pour les marchés et pour l'euro, mais c'est un signal qui va évidemment euh, faire baisser faire baisser l'euro, euh, notamment euh, euh, notamment par la confiance ou le manque de confiance que l'on pourra avoir pour cette institution. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.